Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne durant 1 heure chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles. À rendez-vous tous les jours donc à 13h sur Bismart. Au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec un patrimoine thématique consacré aux thématiques de l'immobilier. En l'occurrence, nous évoquerons l'innovation dans les syndics de copropriété avec Antonio Pinto, le cofondateur du néo-syndic de copropriété Bellman. Dans Enjeu Patrimoine ensuite, nous nous poserons la question de la gestion de patrimoine adapté aux plus jeunes, un sujet que nous traiterons avec Judith Sébillotte-Legris, associée gérante chez Score Patrimoine, et Philippe Degouville, CEO d'Ismo. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous serons rejoints comme d'habitude par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, afin de donner la parole aux experts de votre gestion patrimoniale et notamment aux sociétés de gestion, au programme Les Actifs Essentiels en SCPI, un point sur les actions et la stratégie à mener d'ici la fin de l'année et la préparation de sa retraite pour un chef d'entreprise. Smart Patrimoine, c'est parti. Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et c'est parti donc pour patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré comme tous les lundis à la thématique immobilière. Aujourd'hui, on va s'intéresser au monde du syndic de copropriété qui se transforme avec le digital. Nous allons tenter de comprendre comment les besoins et les envies des propriétaires ont évolué ces dernières années, déjà s'ils ont évolué. Et on va même se demander si la pandémie a eu un effet en matière de gestion de copropriété et d'acceptation de l'innovation et du digital. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Antonio Pinto, le cofondateur de Bellman. Bonjour Antonio Pinto. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors Bellman est ce qu'on appelle un néo-syndic. Peut-être déjà un petit point de définition. Il y a une différence entre un syndic traditionnel et un syndic digital et entre un syndic digital et un néo-syndic. Quelle est cette différence ? La différence, c'est le digital. C'est l'utilisation du numérique, autant en interne que vis-à-vis des copropriétaires. Un néo-syndic, c'est vraiment un syndic de copropriété qui utilise les outils numériques pour pouvoir répondre beaucoup mieux aux attentes des copropriétaires. D'accord. Typiquement, Bellman, donc c'est un néo-syndic, comme vous l'avez dit. C'est un néo-syndic qui a développé une plateforme numérique qui permet à la fois à ses gestionnaires de copropriété, ses comptables de copropriété, d'arrêter de perdre du temps sur toutes ces tâches chronophages grâce à des automatisations et à des outils performants. D'accord. Et ça permet également aux copropriétaires de beaucoup mieux collaborer avec leurs gestionnaires et leurs comptables en suivant absolument toutes les actions effectuées par le gestionnaire, en suivant typiquement depuis la réception des devis jusqu'aux demandes d'intervention, la réception de la facture, puis le paiement de la facture. Ils vont vraiment pouvoir suivre absolument tout sur cette plateforme numérique. Alors, une plateforme numérique, mais alors, quand on lit un petit peu l'évolution des syndics sur Internet, on entend souvent des néo-syndics dire « Attention, nous ne sommes pas des syndics digitaux ». Quelle est la différence entre les deux alors ? Alors, ils disent souvent « Nous ne sommes pas un syndic en ligne ». Ah, en ligne, oui, c'est ça. Syndic en ligne, c'est des syndics qui finalement vont uniquement faire la partie administrative, ne vont jamais se rendre sur l'immeuble et qui du coup ne vont pas vraiment avoir une vraie connaissance de l'immeuble. La différence avec un néo-syndic comme Bellman, c'est que on a des vrais gestionnaires de copropriété qui se déplacent sur l'immeuble et qui font des assemblées générales, qui font des réunions avec le conseil syndical, etc. et qui ont du coup une vraie connaissance de l'immeuble. D'accord, donc en fait on digitalise pas tout, on garde en fait une partie de contact physique ou de contact, enfin physique là pour le coup, humain mais aussi physique, mais on utilise quand même les outils digitaux pour un certain nombre d'interactions où avant ça vient remplacer quoi ? Ça vient remplacer les coups de téléphone, ça vient remplacer les courriers, c'est ce type de choses que ça vient remplacer ? Ça vient faire plein de choses exactement. La manière dont on le voit, c'est qu'on donne des super pouvoirs aux gestionnaires de copropriété pour qu'ils ne passent plus de temps sur des tâches rébarbatives et chronophages sur lesquelles ils n'ont aucune valeur ajoutée. Et donc effectivement, les courriers, ils le reçoivent sur le produit, les demandes de devis, ils les font en quelques clics, ils peuvent payer les prestataires directement depuis leurs emails. Tout ça pourquoi ? Pour que le métier puisse être de nouveau plus humain et pas moins. Donc nos gestionnaires se déplacent, rencontrent les conseils syndicaux, vous pouvez les avoir au téléphone aussi parce que confier votre copropriété, c'est quand même très important et vous avez besoin de traiter avec autre chose qu'une boîte mail. C'est quoi les problèmes aujourd'hui avec les offres traditionnelles de syndic, Antonio Pinto ? Parce qu'on voit beaucoup d'offres digitales arriver, émerger. On se dit, quand on a eu affaire à un syndic, on peut entendre parfois des histoires compliquées. C'est quoi aujourd'hui les problématiques que vous identifiez sur l'offre traditionnelle ? Ça fait 30 ans que les gens se plaignent de la même chose. Ils se plaignent d'un problème de réactivité
et d'un problème de transparence. C'est réactivité, c'est vous envoyer un email, vous essayez d'avoir votre syndic au bout du fil, vous avez voté des choses en assemblée générale et puis finalement, il ne se passe pas grand-chose, quoi. La transparence, c'est vous payez entre 15 et 30 euros par mois et puis finalement, votre syndic, c'est un peu une boîte noire pour avoir la moindre information. C'est un peu la croix et la bannière, quoi. Vous n'avez personne au bout du fil, vous ne savez pas si la facture elle est payée, vous ne savez pas à quoi elle correspond. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Le numérique permet justement de corriger ces deux choses. La réactivité, en donnant des super pouvoirs aux gestionnaires de copropriété pour qu'ils arrêtent de passer du temps sur tout un tas de choses qui viennent polluer leur quotidien et sur lesquelles ils n'ont aucune valeur ajoutée. La transparence via la communication de tout ce qui se passe dans le cabinet et de tout ce qu'on est en train de faire pour la copropriété. Et est-ce que ça a un impact sur le prix? Alors, je ne parle pas du prix de Bellman, mais effectivement, prenons un exemple pratique. On a un dégât des eaux dans une partie commune. C'est le syndic qui doit gérer. On est propriétaire de son appartement. On se dit, tiens, c'est le syndic qui va gérer. Mais derrière, il y a un coût qui va être répercuté sur les travaux en question, sur l'ensemble des copropriétaires. Là, généralement, on a une vision assez opaque de la façon dont c'est géré. Est-ce que là, ça veut dire que le copropriétaire a la possibilité de choisir entre différents devis, de faire un vote, mettons, entre les différents copropriétaires? Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que, du coup, on peut espérer perdre, entre guillemets, payer moins cher des prestations parce qu'on aurait plus d'informations? Alors oui, tout à fait. On a typiquement sur notre plateforme des possibilités de voter pour des devis, etc. Mais disons qu'un syndic, vous le payez à l'année. Donc, ce qui va se passer tout au long de l'année, c'est quand même globalement cadré et voté lors de l'Assemblée générale. Vous allez voter un forfait, mais qui est généralement agrémenté chez les syndics traditionnels par tout un tas de facturations additionnelles, effectivement. Et là, un néo-syndic, en termes de culture et en termes de transparence, en tout cas chez Bellman, ce qu'on a fait, c'est que le contrat est absolument tout inclus. En revanche, pour la gestion de ces fuites, etc., effectivement, ce sera au cas par cas. Mais la facturation de Bellman, vous allez payer le plombier, évidemment, mais la facturation Bellman, il n'y en aura pas en supplément. Et là, en revanche, où vous allez gagner sur la note finale à la fin de l'année, c'est que si votre syndic de copropriété fait du meilleur travail, notamment en allant renégocier tous les contrats onéreux de votre copropriété, là, vous allez pouvoir vraiment faire baisser les coûts, les charges de votre copropriété. Typiquement, Bellman, de manière proactive, on va renégocier le contrat d'assurance. Ça, c'est un argumentaire pour changer potentiellement de syndic quand vous allez voir une copropriété, c'est de dire, si vous passez par nous, globalement, on va commencer par renégocier avant de gérer l'immeuble, c'est ça? Exactement. Et ça, pourquoi on est capable de le faire? C'est qu'en fait, on a redégagé du temps à nos gestionnaires qui, du coup, peuvent passer plus de temps sur la renégociation de ces contrats. Enfin, vous savez, le syndic de copropriété, ça représente à peu près 10% des coûts de la copropriété. C'est pas grand-chose finalement. Là où vous pouvez redonner beaucoup d'argent aux copropriétaires, c'est en allant renégocier les 90% restants, donc le contrat d'assurance, le contrat de maintenance d'ascenseur, etc., etc. Et ça, c'est une chose sur laquelle Bellman a une équipe dédiée et sur laquelle on travaille de manière proactive. Et ces renégociations, on peut faire baisser drastiquement le coût des prestations ou On a déjà divisé certaines fois le contrat d'assurance par 2, ce qui est représenté sur la copropriété, ça dépend de la taille de la copro, mais ça représentait 50 € d'économisés en moyenne par copropriétaire par mois. Comment on l'explique? C'est parce que ça avait été négocié il y a très longtemps et que ça n'avait jamais été, on s'était jamais replongé dedans en l'occurrence. Exactement. Alors, un mot également parce qu'effectivement, là, il y a les mots du professionnel du syndic, mais il y a également les copropriétaires. Les copropriétaires qui ont vu l'activité de leur syndic presque arrêtée pendant la pandémie, ou en tout cas, au début, on se posait la question de reporter les AG, de reporter les différentes décisions. Puis en fin de pandémie, en tout cas en fin d'année 2020, on a commencé à se dire qu'il fallait peut-être faire des réunions en ligne, qu'il fallait trouver d'autres solutions. Est-ce que ça a été porteur pour une acceptation finalement de gestion de copropriété en ligne directement au téléphone ou en visio? Complètement. On a vu une utilisation typiquement par exemple de la visioconférence complètement décuplée depuis le confinement et notamment par les conseils syndicaux de tout âge. D'accord. Et ça a permis une adoption typiquement de la plateforme Bellman beaucoup plus rapide. Les gens ont tenté et se sont rendus compte finalement c'est pas si compliqué que ça. Et donc on sent dans une phase
où les gens ont essayé et ont réalisé qu'en fait, il y a des tonnes de choses qu'on peut faire de manière beaucoup plus efficace grâce aux outils numériques, donc les visios, les consultations des comptes, les votes en ligne également. On a eu chez nous, on a mis en place très rapidement le vote par correspondance directement sur la plateforme. D'accord. Ce qui fait que les votes d'Assemblée Générale se passaient sur la plateforme en ligne. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réunion traditionnelle du syndic de copropriété, où il faut qu'on soit à tel jour, à telle heure, à tel endroit, a pas beaucoup de jours devant elle aujourd'hui, avec toutes les offres digitales qui existent, ou ça va quand même être nécessaire, ne serait-ce que pour que les copropriétaires se rencontrent et parce qu'il y aurait une envie de leur côté? Moi, je pense que ça va rester de manière globalement assez hybride pendant quand même assez longtemps. D'accord. La réalité, c'est qu'il y a certains copropriétaires qui aiment bien ce moment une fois par an. Bien sûr, oui, il y a un moment d'échange aussi quand même. C'est comme le fait de revenir au bureau ou pas revenir au bureau. On est content de voir les gens. Oui, bien sûr. Je pense que l'analogie est très très bonne. C'est exactement ça. C'est comme si on pensait que à cause du Covid, tout le monde allait être en télétravail à partir de maintenant. Il y a des choses qui sont très très bien dans le modèle physique de l'Assemblée Générale, c'est les débats, c'est les échanges, c'est le fait de se rencontrer, de connaître enfin le voisin qui est à côté. Donc oui, la visio permet de faire un certain nombre de choses comme ça, mais voilà, je pense qu'on va rester sur un modèle assez hybride. Alors, sur ce fonctionnement un peu digital, donc de néo-syndic, est-ce qu'il y a des services qu'on peut offrir en plus par rapport à une offre traditionnelle? Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des services qu'on n'aurait pas par rapport à une offre traditionnelle? Nous, on imagine qu'aujourd'hui, faire notre travail de syndic de copropriété, c'est vraiment la première étape de Bellman. Mais la réalité, c'est qu'on peut aller quand même beaucoup, beaucoup plus loin. Aujourd'hui, en mettant à disposition des copropriétaires une plateforme pour qu'ils puissent suivre les comptes, suivre ce que fait le gestionnaire, etc., la réalité, c'est qu'en fait, si on continue de réfléchir un petit peu, on peut très bien commencer à mettre des outils un peu plus pour améliorer la vie des copropriétaires. Donc, typiquement, avec de la recommandation en interne dans l'immeuble, vous cherchez une nounou, en fait, vous demandez à votre voisin. Vous avez... ou des profs, des cours de mathématiques ou autres, par exemple. Voilà, exactement. Peut-être que le fils de celui qui habite au 5e étage, peut-être qu'il pourrait donner des cours à votre enfant encore plus jeune. Donc, tout ça, c'est exactement le type de choses qu'on va développer dans les mois et années à venir pour continuer d'améliorer la vie dans la copropriété. Merci beaucoup Antonio Pinto d'être venu nous présenter du coup le fonctionnement d'un néo-syndic avec l'exemple de Bellman. Et je rappelle que vous êtes le cofondateur de Bellman. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeu Patrimoine. Comment parler d'épargne aux jeunes et comment les accompagner? Voici les questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos deux invités. Judith Sébillotte-Legris est avec nous en plateau, associée gérante chez Score Patrimoine. Bonjour Judith Sébillotte-Legris. Bienvenue. Score Patrimoine qui est un cabinet en gestion de patrimoine. Et nous allons également en parler avec Philippe Degouville, le CEO d'Ismo. Bonjour Philippe Degouville. Bonjour. Alors Ismo va peut-être en dire un petit mot. C'est une solution digitale qui permet d'investir avec une solution basée sur l'arrondi. C'est bien ça? Exactement, c'est une solution qu'on a créée il y a 1 an et qui permet à toute personne qui a au moins 18 ans d'investir facilement et à moindre coût et avec un mécanisme qui est l'arrondi, mais pas seulement, on peut aussi faire des virements périodiques ou à la volée comme on veut et on investit directement dans des fonds d'investissement. D'accord. L'idée de base, c'est de dire qu'il faut épargner régulièrement, le plus régulièrement possible, pour s'assurer une performance dans le temps. Et pourquoi pas utiliser justement la consommation. À chaque fois que vous épargnez, à chaque fois que vous consommez, on prend un petit peu de cet argent, on prend l'arrondi, et on va l'investir automatiquement dans le fonds d'investissement. Donc on y va centime par centime, c'est-à-dire qu'on achète quelque chose qui vaut 12,71 €, on va récupérer le reste pour aller jusqu'à 13 € et automatiquement on l'investit dans un fonds d'investissement. Exactement, c'est exactement ce principe-là et dans l'idée qu'il faut épargner très très régulièrement. Alors justement, on va parler parce qu'on imagine qu'épargner centime par centime, ça parle au petit budget comme au gros, mais là on va parler des jeunes. Alors déjà, première question, Judith Sébillotte-Legris, je dis parler centime par centime, ça va parler au petit budget comme au gros. Est-ce que déjà quand on parle de jeunes, on parle forcément de petit budget? Alors, ça dépend ce que vous appelez jeune. Oui, c'est vrai. La jeunesse est quand même très relative. Donc effectivement, 20 ans, c'est seulement des centimes. 30 ans, ça l'est déjà moins. Oui, bien sûr. Voilà, je pense que je pourrais vous retourner la question. Est-ce que vous épargnez? J'espère suffisamment. Voilà. Donc voilà, nous, les jeunes que nous avons dans le cabinet, ce sont soit des jeunes qui ont déjà reçu du patrimoine, soit par héritage, soit par donation anticipée, soit qui ont une démarche d'épargne. Et ce qui est très surprenant dans leur démarche d'épargne, c'est que
la plupart du temps, en fait, ils s'intéressent à un produit qui paraît pas du tout jeune, qui est un produit qui est le plan épargne retraite. D'accord. Voilà. Donc, on a beaucoup de jeunes qui finalement ont été sensibilisés au discours de la retraite et qui aujourd'hui investissent dans ce qu'on appelle le plan épargne retraite pour effectivement préparer leur retraite. Et qui viennent vous voir, ils viennent vous voir en vous disant j'ai entendu parler du plan épargne retraite, je veux investir dans le plan épargne retraite. C'est amusant quand même. Mais qu'est-ce qui leur plaît? C'est la fiscalité, c'est le fait de. C'est le fait. Ça dépend bien sûr de leur tranche marginale d'imposition, mais à partir du moment où ils peuvent déduire de leur revenu le montant investi, déjà ça les intéresse. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un petit peu dévoyé puisqu'ils savent qu'ils pourront retirer ces capitaux quand ils acquerront leur résidence principale. Oui, c'est sûr. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas bloqués jusqu'à la retraite. C'est ce que j'allais vous dire parce que justement c'est étonnant d'aller là-dessus alors qu'on se dit que c'est une épargne bloquée. Mais en fait c'est parce que comme il y a quelques cas de sortie anticipée, ça fait moins peur d'aller investir dans le PER. C'est exactement ça. Ça fait moins peur et c'est un produit à la fois de défiscalisation puisque l'investissement que vous allez faire, encore une fois, va être déduit de vos revenus et vous pourrez en sortir en cas d'acquisition de la résidence secondaire, de la résidence principale, étant précisé que ça n'est pas réservé aux primo-accédants. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà propriétaires de leur résidence principale, s'ils doivent la vendre, pourront à nouveau débloquer leur PER pour acheter cette nouvelle résidence principale. Ça c'est amusant, parce que pour le coup, je ne m'attendais pas forcément à ce qu'on me réponde retraite toujours. Je m'attendais plus à actifs risqués, bitcoin, actions ou autres. Je peux vous en parler après, mais je vais peut-être laisser la parole Philippe de Gouville, vous constatez, vous, effectivement, parce que j'imagine que quand on s'inscrit, on donne un petit peu ses objectifs d'investissement ou autres. Qu'est-ce que vous constatez quand les jeunes, pour le coup, s'inscrivent sur la plateforme? Oui, alors d'abord, les jeunes ont un surplus d'épargne lié au Covid. D'accord. Okay. Ils n'ont pas pu consommer, parce que tout était fermé, n'ont pas pu voyager. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de cette épargne? Alors, ils pourraient aller sur les livrets, mais ça, c'est déconseillé. De toute manière, Bercy ne veut pas monter les rendements des taux. Ils veulent que absolument cet argent retourne vers l'économie. Donc la première chose qu'ils vont faire, c'est consommer. Et donc ils sont conscients, par exemple, qu'on perd de l'argent entre le rendement d'un livret A et de l'inflation aujourd'hui. C'est un niveau de connaissance qu'ils ont sur ces... Pas tous, mais on en parle quand même suffisamment souvent. Et c'est vrai que c'est une thématique dont on a peu parlé ces dernières années, parce qu'il n'y avait pas d'inflation. Oui, bien sûr. On découvre ça en France. Maintenant, on découvre qu'il y a de l'inflation. On paye des factures aussi. Donc petit à petit, on voit qu'on a besoin d'avoir de rentabilité. Donc c'est certainement pas vers ces produits-là qu'il faut aller. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors ils peuvent aller en bourse. C'est vrai que quand on a 20 ans et qu'on peut se projeter à 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans, les perspectives de plus-value, elles sont quand même très très fortes sur les actions. En plus, ils ont bien vu qu'avec la crise du Covid, ils ont constaté que les marchés avaient chuté et rebondi spectaculairement. Pareil sur les cryptocurrencies. Donc on voit plein de jeunes qui vont sur les cryptocurrencies. Oui, alors ça pour le coup, on l'a vu effectivement, mais même les actions, alors c'était en 2020, mais l'AMF qui dénombrait 150 000 investisseurs en actions supplémentaires, essentiellement des jeunes. On a eu également le feuilleton Robinhood aux États-Unis où on a vu que les réseaux sociaux, les échanges ou en tout cas les plateformes en ligne permettaient... On a vu cette tendance émerger d'un coup, mais là encore, vous me parlez d'horizons très longs. Quand on a 20 ans, on peut se projeter à 30, 40 ans. Mais donc, du coup, aujourd'hui, vous constatez vraiment cette envie d'investir sur le long terme quand on parle d'un jeune entre 20 et 35 ans, par exemple? Il y a un peu des deux. Les jeunes sont partagés entre l'envie de faire des profits très rapidement, l'idée de faire un bon coup. Et c'est vrai qu'avec ce qu'on a vécu récemment, la chute des marchés et les rebonds violents, on a l'impression qu'on peut gagner de l'argent facilement. Bien sûr. Oui. Donc effectivement, beaucoup de jeunes vont là-dessus. Mais attention, certains vont se brûler les ailes. On l'a bien vu, les petits épargnants peuvent voir leurs économies complètement lessivées avec des mouvements de marché très importants, comme on a pu le compter dans le passé, ou même sur le Bitcoin d'ailleurs. Donc il faut absolument les éduquer, leur faire comprendre que le risque est là. Et qu'aller vers ces produits hyper spéculatifs, c'est pas comme ça qu'on peut se constituer une épargne à long terme. Il faut aller vers autre chose, des produits plus diversifiés, investir beaucoup plus régulièrement. Voilà, on n'est pas dans l'immédiateté quand on veut se construire une épargne à long terme. Chez Ismo, on peut investir sur quel type de fonds quand on investit centime par centime? Sur des fonds risqués comme sur des fonds beaucoup moins risqués ou... Exactement. On mesure l'appétence au risque des personnes qui s'inscrivent. On leur propose du coup un fonds adapté, donc ce sont des fonds profilés et qui sont investis sur des ETF pour que ça soit à moindre coût. D'accord. Pour donner une chance au produit aussi, parce qu'il ne faut pas que les frais viennent pomper sur les performances futures. Donc,
on a un fonds prudent, un fonds équilibré ou un fonds dynamique. Et on voit bien que les jeunes, ils vont plutôt vers le dynamique. C'est ce que j'allais vous poser. Donc il y a une majorité de fonds dynamiques. Plus on est jeune, plus on va sur un fonds dynamique. Plus on est jeune, plus on va sur un fonds dynamique, mais aussi, et c'est à cause des sommes mises en jeu. D'accord. C'est plus facile de prendre du risque et d'apprendre comment fonctionnent les marchés financiers, de mesurer ce qu'on est capable de supporter comme risque quand on commence avec des petits montants. D'accord, bien sûr. Voilà. Après ça, comme on peut sortir des fonds quand on veut et investir dans un autre profil, si jamais la situation personnelle des jeunes change, voilà, on leur propose autre chose. Alors, c'est amusant parce que, je dis peut-être une bêtise, mais moi, d'un côté, vous me parlez de PER, j'ai l'impression que c'est la prudence, la construction, l'anticipation, et de l'autre, là, vous me dites que plutôt on est sur des profils très dynamiques. Julie de Sébillotte-Legris, vous les jeunes que vous avez, ils sont... Je crois que ce qu'a dit Philippe est important. Effectivement, quand ils ont vu un rebond des marchés très rapide, ce qu'on a connu avec le Covid, effectivement, ils se sont dit c'est extraordinaire les actions et ils ont voulu rentrer en bourse. C'était pas du tout leur discours avant. Bizarrement, moi, les jeunes, en tout cas que j'ai comme clients, ils ont plutôt du mal à prendre du risque. C'est pas quelque chose qui vient naturellement. Et quand on corrèle la performance et le risque, ça, ils comprennent un peu plus. Mais quand on corrèle également la perte et le risque, là, c'est très compliqué. Bien sûr. Beaucoup, d'ailleurs, ils sont pas très différents de leurs parents. Mais effectivement, il y a un besoin éducatif, certain, qu'ils demandent. Et c'est tout l'intérêt aussi d'épargner jeune, c'est de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre l'intérêt d'épargner, de comprendre le futur, de voir ce qu'ont donné les marchés. Mais moi, je ne peux pas noter une grande appétence au risque. Non, il faut travailler avec eux, parce que vous parliez de l'inflation. Bien sûr, vous avez raison dans la logique, mais on ne s'en rend pas compte de l'inflation. C'est quelque chose bien sûr. Qui est très dilué. Donc oui, on va dire que ça ne vous rapporte rien à cause de l'inflation, mais ils ne s'en rendent pas compte. Donc le livret A reste plébiscité, par exemple, parce que... J'ai beaucoup de jeunes qui sont sur des livrets A, oui, bien sûr. Beaucoup. Et commencer par le livret A. Et pourquoi ? C'est parce que les parents avaient un livret A et que ça faisait sens à l'époque, donc en fait c'est la suite logique, ou parce que ça rassure Non, j'ai envie de dire parce que leur banquier leur propose. Parce que leur banquier leur a proposé et qu'ils ont voulu faire plaisir à leur banquier. Ils ont voulu faire plaisir à leur banquier, qui leur dit si vous devez un jour emprunter, ça vous servira à peu près. C'est les discours qu'on peut entendre. Donc c'est bien d'avoir de l'épargne. Vous êtes chez nous, on sera à même de vous proposer un meilleur taux le jour où vous emprunterez. C'est à peu près ça. D'accord. Ok, je comprends. Mais donc on reste dans une logique de construction. Il y a quelque chose quand même qui ressort de ce que vous nous dites tous les deux. On va commencer par vous, Judith Sébillotte-Legris. C'est cette notion d'éduquer. Alors vous disiez qu'effectivement, Philippe de Gouville, qu'il faut leur faire comprendre qu'il y a des risques, que le placement le plus dynamique n'est pas forcément adapté à tout le monde. Vous nous disiez il y a quelques instants également, Judith Sébillotte-Legris, qu'il faut éduquer, c'est-à-dire que quoi aujourd'hui en fait les jeunes viennent et, enfin les jeunes ou les moins jeunes, mais là on parle des jeunes, viennent et en fait ne savent pas dans quoi réellement ils investissent. Voilà, de ne pas confondre les poches d'investissement et l'investissement lui-même. Déjà, d'accord. C'est quelque chose, les plus anciens, pour ne pas dire les vieux, ne le savent pas non plus. C'est-à-dire qu'on confond souvent l'enveloppe et l'investissement. Donc déjà, comprendre ça, qu'il y a déjà une enveloppe, ensuite il y a un investissement, et c'est ce qu'ils cherchent, oui, effectivement, et puis à comprendre comment on lit un reporting, parce qu'ils ne sont pas souvent toujours lisibles, comment on lit un reporting, comment on lit une performance, comment je vais être fiscalisé. Voilà, c'est essentiellement... Alors, c'est amusant, parce que quand je donnais l'exemple Robinhood tout à l'heure, parce qu'effectivement, c'était sur une plateforme en ligne visitée par les plus jeunes, et là, on avait quand même l'impression qu'il y avait des gens qui étaient très, très, très calés en finance, qui expliquaient, voilà, si vous faites tout ça à tel moment, voilà ce qui va se passer sur les marchés financiers. Et on pourrait se dire, je suis jeune, j'ai un téléphone portable, je m'en sers tous les jours, j'ai accès à une myriade d'informations sur Internet. Quand je viens chez Score Patrimoine pour dire je veux investir sur ça, je suis ultra renseigné sur le sujet. C'est pas ce que vous constatez en fait. Alors non, c'est pas ce que je constate, et surtout c'est tout le problème de la digitalisation. Moi, les jeunes que je viens voir, qui pourraient investir sur leur smartphone, sur des plateformes digitales, ont quand même besoin d'un contact. Et ce qu'ils apprécient aussi, c'est toute la difficulté de cette période de digitalisation, ils aiment le contact. D'accord. Ouais. Et c'est d'ailleurs un des conseils qu'on peut leur donner avant d'aller sur des plateformes Internet, c'est de regarder si elles sont joignables au téléphone, si elles ont une réelle existence. D'accord. Parce que beaucoup se sont fait avoir, parce qu'ils sont regardés sur des plateformes Internet, on leur proposait, et on leur promettait... énormément de rendement et pas beaucoup de risques. Voilà. C'est pas vrai, on en avait enfin trouvé un, finalement. Voilà. Et donc c'est voilà, on est là pour ce rôle éducatif, et ils aiment avoir un contact. C'est facile je veux un rachat, comment je fais.
ils sont contents aussi. C'est aussi un des paradoxes. Donc le premier paradoxe, c'est pas forcément du risque. Et le deuxième paradoxe, digitalisation, oui, mais contact quand même. Et alors, juste avant d'entendre Philippe de Gouville sur la notion d'éducation financière, vous sentez quand même qu'on vient vous voir avec une idée en tête et qu'en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Et donc, il faut faire cette différenciation entre poche et investissement. Bien sûr. Mais où que quand même, il y a une culture un peu financière des gens qui veulent, des jeunes qui veulent épargner. Non, il n'y a pas une grande culture. Il n'y a pas une grande culture financière. Ça a été dit et redit par l'AMF. Effectivement, il y a toute une culture financière qui n'est pas là, qui n'est pas faite. C'est pareil, mais il faut dire que les médias, et ce n'est pas du tout vous que je juge, mais c'est ce que je disais, quand on dit haro sur le fonds euro de manière complètement générale, sans expliquer les bénéfices aussi du fonds euro, il y a une culture financière qui n'est pas faite. Bien sûr. Ouais. Voilà. Donc, et même question, Philippe de Gouville, sur cette notion d'éducation financière. Vous nous avez dit par exemple que ISMO, c'est des ETF. Donc j'imagine que ceux qui viennent chez ISMO savent ce que c'est qu'un ETF et comprennent le fonctionnement de l'investissement. Donc du coup, vous constatez, vous, qu'il y a une culture financière plus grande chez les jeunes qui viennent chez vous ou non, pas forcément? Non, pas du tout. La plupart des gens qui s'inscrivent chez nous, qui sont donc la plupart du temps jeunes, ne savent pas ce que c'est qu'un ETF. La plupart ne savent même pas ce que c'est qu'une obligation et même quelquefois une action, ils ne savent pas trop ce que c'est. Donc en fait, ils viennent chercher le mécanisme d'épargne. D'accord. Et ensuite, nous, on leur explique ce que c'est que le risque, parce que le risque, c'est finalement la façon dont fonctionne le produit. Si les ETF, ça n'est jamais qu'un rapport, donc on leur explique ce que c'est, hein, on leur explique qu'il y a différentes catégories, et ainsi de suite. Mais les jeunes ne savent pas grand-chose. En fait, en France, de toute façon, d'une manière générale, l'éducation en matière de finance, elle est assez faible. Et elle se traduit tout à fait de la même manière chez les jeunes. Donc ça, il n'y a pas de différence de ce point de vue-là. C'est parce que... Alors, je fais peut-être une analogie, c'est peut-être un cliché, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par les crypto-monnaies, par exemple. Donc là, pareil, en fait, on est intéressé par le gain facile, mais on ne sait pas du tout ce qu'il y a Ou alors, en fait, ce qui découle d'un actif très risqué comme les crypto-monnaies, c'est d'aller chercher d'autres actifs risqués sans du tout se poser la question de ce qu'il y a derrière. En fait, il ne faut pas confondre spéculation et épargne. Bien sûr. Les jeunes, quand ils vont sur les crypto-monnaies, c'est du gain facile. Oui, ils n'épargnent pas, effectivement. Voilà, ils n'épargnent pas, ils font du trading. En général, ils perdent d'ailleurs, parce que dans 90% des cas, on perd de l'argent à terme sur ce genre de stratégie. Donc, nous, on fait de l'épargne. Il faut se projeter dans le temps. C'est toujours pareil. Les temps sont durs, les temps vont être compliqués pour ces générations-là. Et donc, il faut s'y préparer le plus tôt possible. Le temps est votre allié dans ce cas-là. Ça va lisser les aléas de marché. Si vous avez beaucoup de temps. En revanche, il faut faire la différence entre ça et faire des cryptos en allant sur des plateformes. Alors évidemment, c'est de plus en plus facile pour les jeunes d'aller sur leur smartphone, d'acheter et vendre des actions, d'acheter et vendre des cryptos. Okay, mais les autorités commencent à s'inquiéter de ça. Cette gamification. La gamification du trading, finalement, c'est une façon d'inciter les jeunes à investir sans vraiment connaître le produit, des sommes qui ne sont pas forcément adaptées au risque qu'ils peuvent supporter. Et donc, le régulateur va finir par regarder ces choses. Mais vous, par exemple, chez ISMO, j'imagine que cette gamification, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte pour attirer notamment cette clientèle jeune. Oui, en fait, oui et non. En fait, le ISMO, d'abord, c'est régulé. Oui, bien sûr. Régulé, donc, non, mais donc, vous devez regarder un peu ce qui plaît à côté, quand même. Mais la gamification, non, nous, on insiste beaucoup dans nos messages sur le fait qu'il faut y aller doucement. La meilleure façon de comprendre comment fonctionnent les marchés financiers, c'est de s'y frotter, mais pas en engageant son avenir, pas en engageant tout son argent, en faisant attention au risque. Pas aller sur une seule valeur, pas aller sur une seule crypto. C'est bien trop dangereux à long terme. Donc voilà, il faut avoir des portefeuilles diversifiés, il faut avoir des stratégies, il faut faire appel à des professionnels qui quand même savent ce que c'est qu'un OPCVM, savent vous conseiller, des CGP, qui sont là aussi pour vous guider, pour éviter de faire des erreurs. Parce après, une fois qu'on a fait des erreurs, c'est trop tard. Oui, c'est ça. Après, il n'y a plus d'épargne. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Philippe de Gouville, CEO d'ISMO. Merci Judith Sébillotte-Legris, associée gérante chez Score Patrimoine, de nous avoir détaillé ces comportements qui finalement ne diffèrent pas tant que ça des plus âgés, mais il était important de mettre en lumière effectivement ce comportement des jeunes vis-à-vis de l'épargne. On se retrouve quant à nous tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour la deuxième partie de Smart Patrimoine où chaque jour, en partenariat avec Club Patrimoine, nous donnons la parole aux experts de votre gestion patrimoniale. Et nous avons le plaisir d'avoir été rejoints pour cela par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura.
Bonjour Nicolas et bonjour à tous. Au sommaire, aujourd'hui, dans le club macro, est-ce que les actifs essentiels sont le nouvel Eldorado des SCPI? On en parle dans un instant dans le club macro avec Franck Ingalls, directeur de la distribution chez Intergestion REM. Et ensuite, dans le club action, on se demandera quelles sont les pistes à privilégier d'ici la fin de l'année en matière d'action, donc comme son nom l'indique. On en parlera avec Nathalie Pelleras, directeur général de 4 Points IM. Chef d'entreprise, prenez votre retraite à taux plein. C'est le thème de la chronique de Serge Anouchian, expert comptable chez Groupe Émergence. Et c'est en toute fin d'émission dans le Club Expert. On se retrouve tout de suite donc dans le Club Macro. Merci de regarder le Club Macro. Notre invité aujourd'hui est Franck Ingalls, directeur de la distribution chez Intergestion REM. Actifs essentiels sont-ils le nouvel Eldorado des SCPI? On en parle tout de suite avec vous, Franck. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, historiquement, Franck, chez Intergestion REM, vous êtes investi sur les actifs qui répondent, aux besoins primaires, puisque on va retrouver de la distribution alimentaire, du jardinage et du bricolage, notamment dans votre SCPI bien connu du marché, Crystal Rente. Est-ce que c'est ça les actifs essentiels? Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors c'est vrai que chez Intergestion REM, on a été pionnier d'une certaine façon des actifs essentiels. Pour nous, c'était une logique d'investissement long terme. Et on insiste beaucoup là-dessus parce qu'en SCPI, l'investissement doit être pérenne, envisagé sur du long terme. Donc, on se méfie des Eldorado, des phénomènes de mode ou des vagues. C'est vrai qu'on avait investi dans ces besoins primaires avec la vocation, j'ai envie de dire, d'être sur des actifs qui soient réguliers dans la distribution. Une SCPI, pour rappel, ça doit être une machine à distribuer des revenus. Et donc, on a été sur ces actifs essentiels depuis le départ, c'est vrai. Alors, justement, quels actifs vous allez privilégier aujourd'hui? Est-ce que ce sont les mêmes, les actifs essentiels aujourd'hui? C'est quoi, en fait, le nouvel Eldorado des SCPI, octobre 2021 pour cette fin d'année? Alors, je leur dis, Eldorado, on n'achète pas forcément cette terminologie. Je pense que l'idée de fond, c'est deux points essentiels. Un, c'est d'être sur les macro-tendances, les méga-tendances, donc d'aller capter les tendances économiques. Et pour ça, il faut aller sur des actifs qui sont assez protégés des cycles économiques, notamment des variations de pouvoir d'achat. Et pour le coup, je pense qu'on va beaucoup en parler dans les mois et les semaines qui viennent. Et puis, il y a aussi le fait de capter les nouveaux comportements d'achat, comportements de vie. Et ça nous permet de nous régler au long terme. Qu'est-ce que vous avez observé là comme nouveau comportement justement? Alors sur le résidentiel, c'est une thématique qui est relativement peu travaillée en SCPI de rendement, parce que c'était une catégorie à part. Dans le résidentiel, c'est vrai que les attentes d'un extérieur, d'un peu de surface supplémentaire ou d'espace de coworking, par exemple, intégrés, sont recherchées. Donc nous, on se penche sur le build to rent. Alors, c'est un barbarisme, c'est vraiment des résidences avec service, des terrasses, des rooftops partagés, par exemple des espaces de coworking partagés aussi dans des immeubles. Donc voilà, aller vers les nouvelles tendances de l'immobilier ou de l'habitat, on va dire, de demain. D'accord. Co-living, coworking. Par exemple, le co-living senior. C'est vrai que beaucoup de seniors ont moins envie d'aller en EHPAD en post-Covid. Ça se comprend. Donc on va chercher des nouveaux opérateurs aussi très smart, très agiles. Et ça, c'est un point clé. Voilà, globalement, on va aller chercher ce type d'actifs. Après, dans la sélectivité qu'on peut avoir, et ça, c'est un point important, tout le monde accède au marché. Après, il faut être le plus fin possible dans sa sélection. Ça va être d'aller sur des actifs, justement, qui sont au long cours. Pour nous, ça va être la distribution alimentaire. On l'a vu en 2020, c'était notre seule expérience du commerce. Et on sait qu'ils sont très agiles. La distribution alimentaire, la création de click and collect, par exemple, très rapidement, ça a été clé. Donc, on va aller chercher des locataires qui sont eux-mêmes à la fois robustes et très agiles. Ça, c'est un point clé. Et puis, on continue, nous, d'investir sur trois plans. Bricolage, jardinerie, on l'a dit, là aussi. Ça aussi, ça a bien marché pendant la crise. Avant, je passais beaucoup de temps à expliquer tout ça. Aujourd'hui, ça paraît limpide. On s'intéresse aussi à deux nouveaux secteurs, ce qu'on appelle le snacking, parce qu'on n'ose pas l'appeler restauration. Du Burger King, du KFC, de la distribution rapide, on va dire, alimentaire, parce que ce sont des tendances de fond. Ça répond au fait d'être assez invariable sur les variations de pouvoir d'achat. Ça répond aussi à être faiblement exposé au digital, parce que quand on commande son Uber Eats le soir, c'est le restaurant local qui fait la livraison. Donc voilà, on est sur des schémas économiques, des modèles de business qui sont très forts. L'autre point qu'on remet peut-être pour donner quelque chose de plus récent,
ce qu'on appelle le hard discount non alimentaire. Si je vous dis Action, Jiffy, Centracor, voilà, ce sont nos véhicules d'investissement aujourd'hui. Mais alors qu'est-ce qui est non essentiel du coup le bricolage, c'est quelque chose d'essentiel pour le coup, c'est considéré comme un actif essentiel? Oui, parce que ça va rejoindre l'endroit où l'on vit. On a vu qu'il y a le do-it-yourself, il y a le faire soi-même à la française. Ce sont des tendances qui sont très marquées dans nos comportements d'achat. Et aujourd'hui, des Leroy Merlin, des Castorama et consorts nous accompagnent pour faire nous-mêmes. Il suffit de s'y promener le week-end pour savoir que c'est une tendance de fond. Et c'est ce que disent les Français aussi, puisqu'on les interroge aussi régulièrement là-dessus. Alors, investir en SCPI, on rappelle que c'est un investissement long terme. Je crois que généralement conseillé, c'est 10 ans, mais vous disiez que généralement, les gens restent 20 ans. Tout à l'heure en off, c'est bien ça? C'est ça, on a de la chance. Oui. On a la confiance des épargnants. L'AMF préconise 10 ans, en effet, c'est un investissement immobilier. J'ai envie de dire que c'est la même chose qu'en direct, sauf que la société de gestion va gérer, s'occuper de tout et distribuer des revenus trimestriels ou mensuels à chaque associé, à chaque épargnant. Donc c'est vrai qu'on voit que le test réel du Covid en 2020 a montré qu'il y avait très peu de variations. Il n'y a pas eu plus de rachats en 2020 ou à peine plus qu'en 2019. Donc voilà, on a la confiance au long cours. Il y a eu quasiment pas de décrue de performance aussi. C'est 7% de moins. On est passé de 4,40 à 4,22 quasiment de moyenne sur les SCPI de rendement, donc avec une crise majeure. Donc on est au long cours. Le délai moyen de détention chez Intergestion REM, c'est un peu plus de 22 ans, même si tout ça évolue et que beaucoup plus de jeunes générations aussi s'intéressent à la SCPI aujourd'hui. Du vrai long terme. Alors du coup, comme c'est un investissement long terme, stratégiquement, à quoi est-ce qu'il faut être vigilant? À quoi vous êtes vigilant, Franck? À la pérennité des performances et à leur régularité. Et ça, pour le coup, on peut faire un vrai tri. Toutes les sociétés de gestion sont de qualité, et je ne dis pas ça par fraternité avec mes confrères, mais c'est vrai qu'on a des sociétés qui sont robustes, avec de vraies visions. Après, il faut voir la régularité des performances. Si vous avez une SCPI qui fait une fois 5,5, une autre fois 4,5, etc., c'est la régularité des performances, un peu comme les mécaniques de plan d'épargne. C'est la régularité qui fera la performance au long cours. Le deuxième point, c'est de voir s'il y a un stock de plus-value ou de performance possible par rapport à la valeur de la part. Une SCPI, c'est le produit financier le plus transparent, puisque c'est l'expertise du patrimoine et des actifs chaque fin d'année qui fait la valeur de la part. Mais si je comprends bien, ça veut dire que si on a une SCPI qui fait 4, 6, 5, 3, 7, il faut faire attention, comme c'est pas suffisamment régulier, ça veut dire que ça cache quelque chose, c'est ce que je ne dis pas que ça cache quelque chose, mais l'idée c'est quand même que globalement que votre bien immobilier ou votre SCPI augmente en valeur et distribue régulièrement. Vous attendez une régularité. Bien sûr, oui. Oui, mais surtout que si elle est pleine, ça veut dire que tout le monde paye son loyer, et donc normalement il n'y a pas de variation de rendement sur la durée. Exactement. Donc c'est que la stratégie peut-être oscille, ou en tout cas que la mécanique des locataires n'est pas pure, puisque ça veut dire qu'on n'encaisserait pas les loyers tout le temps. Donc point d'attention sur les taux d'occupation. Oui. Est-ce que tous mes locataires que j'ai achetés quelque part me payent? Et puis est-ce que ma valeur de la part a encore une perspective de hausse par rapport à la valeur réelle? Est-ce que j'ai une sous-cote du prix de la part, puisque je vais avoir une valorisation au long cours et ça fera la valeur. C'est l'emplacement du coup qu'il faut regarder du coup. C'est l'emplacement, c'est surtout à quel prix achète la maison de gestion. Est-ce qu'on achète un peu en dessous du prix du marché? Est-ce qu'on est assez fort pour le faire ou pas? Est-ce qu'on a des actifs qui se valorisent dans le temps? Et là justement on s'éloigne des pures opportunités du marché, mais avec une vision long terme. Franck, chez Intergestion REM, vous venez de lancer 2 SCPI, c'est bien ça. Oui. Il y a Crystal Life et il y a Grand Paris Résidentiel. C'est ça. Du coup, là, qu'est-ce qu'il y a dedans? On va retrouver des actifs essentiels? Alors sur Life... Il y en a un, on a compris, un résidentiel, on se doute pour Grand Paris Résidentiel. Ce qu'il y a dedans. Voilà, on a juste mis un S à résidentiel, donc tout est dans le titre. On va cibler le Grand Paris parce que c'est une zone robuste, avec des projets d'infrastructure majeurs. Et on va cibler le résidentiel, pas assez travaillé selon nous en rendement, et tout type de résidentiel. Du logement ancien loué, du logement récent avec les nouvelles tendances que je citais, et puis des résidences-services, le build to rent, des résidences du co-living senior. Donc, là aussi, une vraie SCPI patrimoniale où on va aller sur un secteur qui est une machine à distribuer des revenus, puisque le résidentiel, c'est ça. Et on parle retraite, on parle préparation de la retraite, on va être sur un produit vraiment patrimonial. D'accord. Crystal Life, je vous ai entendu dire que c'était une vraie diversifiée. Qu'est-ce que ça veut dire, une vraie diversifiée? Là, je ne mets pas de guillemets, pour le coup, je dis vraie diversifiée. C'est vrai que on a voulu apporter au marché une solution innovante, et dans cet esprit, les SCPI diversifiées du marché, elles sont très nombreuses aujourd'hui, ont 65-70% de bureaux. Donc nous, on s'est dit que pour apporter notre expertise là-dessus, on va aller sur les actifs essentiels, et vous allez retrouver de la distribution alimentaire, de la santé
du résidentiel dans Crystal Life, voilà, qui porte bien son nom pour le coup. La logistique aussi, je vous ai entendu dire un petit peu. On aura en périmétrique, on va dire, de la distribution alimentaire, on pourra aussi avoir des entrepôts froids notamment, qui seront liés, mais on va surtout axer sur la distribution alimentaire et la santé, parce que là, il y a de vrais besoins, on jouera la santé de manière différente aussi. Mais sur Life, on va avoir une vraie SCPI européenne, diversifiée, qui va apporter une solution tout en un aussi à beaucoup d'épargnants qui en ont besoin aujourd'hui. Merci beaucoup, Franck, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de la distribution chez Intergestion REM. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le Club Action. Quelle piste privilégier en action d'ici la fin de l'année? C'est la question qui va nous animer pendant une dizaine de minutes avec Nathalie Pelleras, directeur général de 4Points IM. Bonjour Nathalie Pelleras. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors 4Points IM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société de gestion principalement investie en actions, même si vous ne faites pas que ça. Mais aujourd'hui, on va parler d'actions. Vous investissez via 4 fonds. Peut-être que les thématiques reviendront dans les pistes que vous voulez privilégier d'ici la fin de l'année. Il y a des sociétés américaines, il y a des global leaders en zone euro. Vous faites également ce qu'on appelle de la valeur intrinsèque, où là vous allez chercher les meilleurs, mais au niveau international. Et vous avez également un fonds thématique. Alors, on va commencer par la question centrale de cette émission. Quelle piste privilégier d'ici la fin de l'année, Nathalie Pelleras? Qu'est-ce qu'il faut regarder aujourd'hui? À quoi faut-il faire attention et quelle piste faut-il privilégier? Voilà, 3 questions, 10 minutes. Non, en fait, je pense qu'il faut déjà parler un peu du contexte. On a eu un contexte qui a été largement favorable au marché actions et aux actifs risqués en fait depuis maintenant 18 mois, ce qui était logique après la reprise qu'on a connue, avec beaucoup par contre de ce qu'on appelait de rotation sectorielle, de rotation de style. Et ces rotations, elles peuvent continuer à perdurer. Pourquoi? Parce qu'il y a un contexte macroéconomique qui n'est pas exactement le même qu'au niveau microéconomique. Bien sûr. Au niveau macro, en fait, on a des craintes que cette fameuse reprise qui entraîne une grosse hausse du prix des matières premières, et donc entraîne aussi des risques d'inflation, donc une hausse des taux qui pourrait être négative pour certaines actions. Bien sûr. À l'inverse, il y a aussi des sociétés très cycliques qui, elles, profitent de cette hausse de matières premières parce que leurs ventes sont indexées là-dessus. Et puis, dans l'autre spectre, il y a tout ce qui est valeurs de croissance qui ont, elles, une visibilité importante, mais qui ont des valorisations très élevées et pour lesquelles toute hausse des taux pourrait fragiliser cette valorisation. Donc il faut en fait essayer de trier entre celles qui ont vraiment de l'hypercroissance et qui peut permettre d'absorber des chocs de hausse des taux, parce qu'en fait c'est mathématique sur une valorisation financière. Si votre taux de croissance des résultats qui est au numérateur monte plus vite que le taux auquel vous actualisez en fait votre futur, votre valorisation devrait continuer à monter. Et puis celles qui sont beaucoup plus fragiles par rapport à ça, parce que se paye cher, mais avec des taux de croissance pas suffisamment importants pour encaisser ces chocs-là. Et alors, la réalité est la même de part et d'autre de l'Atlantique. Vous êtes investi du coup aux États-Unis, vous êtes également investi en zone euro. Alors effectivement, on parle de craintes de hausse des taux qui sont, enfin, en tout cas de craintes de l'inflation qui pourraient amener des hausses des taux. Bon, sur la Fed, c'est pas encore fait, mais bon, tout le monde s'y attend globalement. La question, c'est 2023 ou 2022. En Europe, c'est un peu différent. Du coup, ce que vous dites, entre guillemets, cette navigation à vue, elle se fait de la même façon de part et d'autre de l'Atlantique? Oui, il y a un effet retard entre l'Europe et les États-Unis. D'ailleurs, la reprise aux États-Unis a été un peu plus rapide qu'en Europe. Après, c'est pas non plus les mêmes types de sociétés qui sont présentes aux États-Unis par rapport à la composition qu'on a en Europe. Et en Europe, on bénéficie toujours un petit peu d'un avantage aujourd'hui qui est en termes de valorisation, étant donné qu'on a beaucoup plus de sociétés industrielles et que la zone euro n'est pas le segment privilégié par rapport à la zone US. Il y a un retard de valorisation. D'accord. Et il y a un retard par rapport à cette reprise. Donc, qui peut être bénéfique sur les marchés européens. En revanche, sur les États-Unis, ils ont aussi d'autres atouts. Même s'ils sont en avance, ils ont un biais technologique avec des forts taux de croissance importants. Ils ont aussi une capacité à absorber des chocs qui sont dans un niveau
d'emploi, même si les statistiques, on sait, c'est toujours un peu difficile entre la façon de compter aux États-Unis par rapport à celle de l'Europe, qui est plus importante. Et puis, ils ont surtout la Banque centrale qui drive un peu l'ensemble des banques centrales mondiales. Donc aujourd'hui, on n'a pas une vraie différence en train de se dire, oui, il faut jouer les États-Unis par rapport à l'Europe ou par rapport à l'Asie. Okay. C'est vrai que tout ce qui est en revanche pays émergents, il y a une fragilité qui est liée au fait que malheureusement, le choc Covid n'est pas aussi rapidement absorbé. On met la Chine de côté. Déjà, le moteur chinois, il est beaucoup moins important qu'il était dans le passé. Bien sûr. Mais c'est vrai que les économies émergentes, elles, ne sont pas totalement sorties de la crise sanitaire. Et donc, il y a un effet à retardement. Donc, cette zone-là peut être un petit peu plus fragile, mais d'un côté, peut être aussi une bonne opportunité. Mais entre les États-Unis et l'Europe, je pense que les deux zones sont intéressantes à privilégier. Il n'y a pas de risque. Parce que le fait que le Dow Jones et le S&P 500 soient revenus proche de leur record historique, alors qu'en Europe, on sent qu'il y a quand même plus de prudence, notamment sur le CAC 40, ça va pas dans le sens de dire allons plus sur les États-Unis maintenant et l'Europe, on verra un petit peu plus tard. Non, ça reste une même thématique d'investissement. On est sur des plus hauts historiques de toutes les liens de part et d'autre de l'Atlantique. Hein, Bien sûr. Après, c'est pas avec les mêmes compositions. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que ce qui est toujours dangereux, c'est quand tout va dans le même sens sur les mêmes secteurs. Alors que là, on le voit que les drivers en Europe, par exemple, typiquement, si on parle du CAC 40, que tout le monde regarde, même si c'est pas très représentatif, c'est le luxe. Oui, bien sûr. Qui emporte vraiment l'indice derrière lui. Et alors qu'aux États-Unis, c'est pas du tout le cas. Parce que déjà, les acteurs du luxe sont beaucoup moins gros en poids dans les indices. Et pourquoi ce segment du luxe continue à performer, même s'il est pas cher? Parce que vous avez de la croissance. Ils ont une bonne maîtrise de leur marge. Ils ont ce qu'on appelle le pricing power, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça qui est important, c'est une capacité à pouvoir répercuter une hausse de prix des matières premières sur la consommation. Ouais. Globalement, ça passe un peu plus inaperçu que sur d'autres types d'actifs. Oui, c'est ça. Exactement. Et puis surtout, en fait, ils ont une cible de consommation, même s'il reste le bémol de la consommation chinoise, parce que qui n'est pas encore revenu en local, en dehors de Chine. Cette cible a une capacité à absorber des hausses de prix sans aucun problème. On reporte un achat d'un produit de luxe, on ne reporte pas un achat de biens de consommation courante. Nathalie, chez vous, qu'est-ce que vous privilégiez? Qu'est-ce que vous achetez aujourd'hui? Alors en fait, nous, dans l'activité de gestion privée, donc celle qui vous intéresse plus, on fait que de la multigestion, c'est-à-dire qu'on achète que des fonds de tiers. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pour nous un des moyens les plus adaptés, en plus au contexte actuel, c'est de pouvoir non seulement diversifier des zones géographiques et des styles, mais surtout diversifier des thématiques. Parce qu'en fonction, on croit beaucoup à la gestion thématique dans le sens où c'est une approche qui permet de diversifier les risques d'un portefeuille tout en multipliant les sources de performance que vous pouvez avoir. D'accord. Et quand on parle de thématiques, tout le monde pense thématique de forte croissance. Non, dans les thématiques, aujourd'hui, depuis l'été, par exemple, on a introduit au début de l'été des thématiques qui sont pas les plus glamour qui soient, mais qui sont la thématique du rendement, tout ce qui est un peu boring is beautiful, dans le sens où des valeurs sur lesquelles vous avez de la visibilité, peut-être des taux de croissance de 4-5%, mais taux de croissance de 4-5%, c'est déjà pas mal. Vous avez une capacité à gérer le bilan, c'est-à-dire une capacité à pouvoir pérenniser le paiement d'un dividende. Et dans cette catégorie, dans cette thématique-là, vous pouvez trouver des secteurs comme les pétrolières, comme certaines telcos, comme certaines sociétés dans la santé ou l'agroalimentaire, qui ont cette visibilité-là. Et donc, vous voyez que vous avez, avec une même thématique, une diversité sectorielle qui fait que, a priori, vous n'êtes pas surexposé à un secteur, à un choc. Parce que c'est la manière d'approcher en fait la valeur qui fait qu'ensuite on va pouvoir aller vers différents secteurs d'activité. Exactement. Parce que la thématique, c'est la démarche en fait. La thématique là qu'on a privilégiée, c'est le rendement. Alors ça venait à côté d'autres thématiques qu'on avait déjà en portefeuille, sur tout ce qui touchait à la santé. Mais dans la santé, encore une fois, c'est bien, on a essayé de diversifier. Parce que la santé, il y a beaucoup de choses. Et on a mis le doigt sur un petit trio, on va dire, entre des biotech. Et des biotech, c'est intéressant aussi de les voir avec des sociétés de gestion, des stratégies très opportunistes. Parce que sur les biotechnologies, il ne faut pas être que sur des très small ou que sur des big. On trouve de tout dans les biotech. Et puis c'est surtout très risqué pour le coup, les biotech. La biotech, mais en fait, c'est pour ça que c'est très bien de le prendre avec des gestions opportunistes. Polar a une gestion qui est très bonne là-dessus, parce que
quand on pense biotech, on pense société qui perd de l'argent, qui est toute petite et qui est très à risque. Et dont on n'est Ah même oui, pas En sûr fait, qu'elle développera un jour un produit. la grosse majorité des biotech, notamment aux États-Unis, elles gagnent de l'argent, elles sont plus à risque. Et en fait, c'est les biotech d'hier qui sont devenues des grosses biotech d'aujourd'hui. La biotechnologie, c'est une façon de développer des médicaments avec des molécules en fait vivantes. C'est Bien pas- sûr, oui, complètement. Et en fait, si vous êtes très opportuniste dans ce segment-là, vous pouvez avoir une gestion qui est assez averse au risque. Après, c'est sûr que quand ça nous est arrivé d'être investi sur la thématique, par exemple, sur des thérapies géniques, là, oui, vous êtes beaucoup plus sur des biotechnologies beaucoup plus risquées. Donc, ce que vous nous dites, c'est que quand les biotech sont plus grosses, globalement, qu'elles ont déjà développé Ben, un ou deux traitements, là, effectivement, le risque est amoindri d'autant. Exactement, et c'est surtout qu'il faut faire appel, quand on achète ça, il faut faire appel à des spécialistes. C'est pour ça qu'on aime bien la multigestion pour ça, parce que c'est le moyen de pouvoir acheter de la biotech, mais gérée par des spécialistes des biotechnologies. On ne peut pas être spécialiste sur tout, surtout sur des sûr. secteurs. Et ben vous reviendrez nous parler des biotech, Nathalie Pelleras. On a compris effectivement au travers de ce contexte d'investissement un peu compliqué, ou en tout cas effectivement où il faut prendre en compte d'un côté des hausses du prix de l'énergie, des anticipations d'inflation et des anticipations de hausse de taux, comment effectivement 4 Points IM se navigue, si je peux utiliser ce terme-là. Nathalie Pelleras, vous êtes directeur général de 4 Points IM, et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans le Club Expert. Et merci de regarder le Club Expert. Aujourd'hui, nous recevons Serge Anouchian, expert comptable et associé chez Groupe Émergence. Bonjour Serge. Bonjour, bienvenue. Bonjour. On va parler ensemble de retraite. Alors, chef d'entreprise, prenez votre retraite à taux plein. Alors, peut-être que déjà, en 2 mots, il faudrait qu'on rappelle ce que c'est que la retraite à taux plein. Oui, tout à fait. 2 précisions tout d'abord. On va parler de la retraite de base. Ouais. Et on va parler de la législation actuelle, parce que personne ne peut ignorer que le débat sur la retraite va encore enflammer, je crois, la future élection présidentielle. Pour l'instant, on va parler à législation constante. Alors, la retraite à taux plein, c'est en fait un calcul qui peut paraître assez compliqué. On obtient une retraite à taux plein quand on a 50% de son salaire annuel moyen, calculé sur les 25 dernières années, mais le tout coefficienté par le nombre de trimestres cotisés, donc qui va dépendre de la carrière, sur le nombre de trimestres requis. C'est quoi ce nombre de trimestres requis ? Eh bien, c'est le nombre de trimestres sur lequel il faut avoir cotisé pour avoir mérité cette retraite à taux plein. Un exemple très simple, par exemple, pour l'année 1955, c'est une année exceptionnelle dont je peux témoigner, n'est-ce pas ? Il faut... Que s'est-il passé en 55 ? Il y a une naissance. Il y a une naissance particulière. Il y a une petite naissance. Voilà. Et donc, du coup, je donne mon âge, mais il paraît que... Et il faut 166 trimestres, alors que pour ceux qui sont nés à partir de 1973, il en faut 172. Donc, vous voyez, il faut à chaque fois prolonger la durée de cotisation. Bien sûr. Ça veut dire qu'on peut demander sa retraite avant d'avoir cotisé sur l'ensemble des trimestres ? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, mais c'est pas gratuit. C'est-à-dire que pour chaque trimestre manquant, il y a une pénalisation de 1,50. Ça représente quoi ? Ça peut représenter jusqu'à 0,625 par trimestre manquant. Donc quelqu'un qui a raté 2 trimestres, pardonnez-moi l'expression, c'est peanuts. Quelqu'un qui a raté 12 ou 15 trimestres, ça peut commencer à faire vraiment un trou dans le budget. D'accord. Et est-ce qu'on peut racheter des trimestres, justement ? Oui. Alors, non seulement on peut racheter des trimestres, mais assez curieusement, c'est hyper rentable. Parce qu'aujourd'hui, le coût de rachat d'un trimestre, moyen, le coût de rachat d'un trimestre, c'est 6 500 €. D'accord. Et en retraite, ça peut rapporter 330 € de retraite supplémentaire. Si vous calculez, ça fait un rendement de 5%. Je ne connais pas beaucoup de placements actuellement qui peuvent garantir 5%. Et c'est assez paradoxal dans le monde où, y compris les avoirs en banque ou les placements financiers à court ou moyen terme rapportent 3 fois rien. Là, vous avez un placement qui est sûr, parce que quand même celui qui verse globalement, c'est l'État. Et en plus, si j'ose dire, cerise sur le gâteau, le rachat de trimestre est déductible du revenu imposable. Et donc, pour ceux qui peuvent bénéficier de ce rachat de trimestre, ça serait dommage de s'en priver. Ça ne coûte pas trop cher, ça rapporte gros et c'est déductible des impôts. Alors, c'est logique, puisque en contrepartie, la retraite complémentaire que l'on va percevoir va être imposée. Mais, bien sûr. Voilà. Ah bah c'est amusant, je ne savais pas que ça existait pour le coup, mais alors, en fait, ça veut dire qu'on peut
liquider sa retraite, entre guillemets, bien avant tous les trimestres qu'il fallait cocher en fait, pour avoir une retraite à taux plein. Il y a des avantages, des inconvénients quand même dans la gestion de celle-ci, parce que là, vous nous avez parlé des avantages, mais concrètement... Bien, le problème, c'est que si on veut avoir une retraite performante, on peut jouer sur 2 tableaux simplement, soit le salaire annuel moyen, soit le nombre de trimestres. Alors jouer sur le salaire annuel moyen, quand on sait que c'est calculé sur les 25 dernières années, pour que le levier soit efficace, il faut augmenter très sensiblement le salaire des dernières années, et ça dépend pas toujours de soi. Bien sûr. Parfois, c'est l'entreprise qui décide. Mais le rachat de trimestre, il dépend aussi du revenu qu'on a au moment où on décide de le racheter. Oui, tout à fait. Parce que c'est bien de partir du principe que l'on peut racheter des trimestres, mais il faut avoir les moyens financiers. Et si l'on veut que ça soit efficace, il faut pouvoir les déduire de son revenu imposable, c'est-à-dire avoir une base imposable suffisante pour pouvoir les déduire. D'accord. Mais lorsque ces conditions sont réunies, par exemple, pour quelqu'un qui a commencé un peu plus tardivement dans la vie active et à qui il manque des années d'études, parce que pour pouvoir acheter des trimestres, il faut remplir certaines conditions, notamment, par exemple, d'avoir soit des années incomplètes, service militaire qui s'est mal passé ou qui a été décalé, ou alors des études supérieures. Et au titre des années d'études supérieures, on peut acheter autant de trimestres que l'on veut, limité, évidemment, encore une fois, à 12. Donc, évidemment, le réflexe élémentaire, c'est lorsqu'il manque 3 ou 4 trimestres, 5 ou 6, et qu'on a les moyens de le financer, il faut le faire sans hésiter. Alors, en conclusion, quels conseils pratiques vous pourriez donner de manière générale aux dirigeants d'entreprise ? Alors, en tant que professionnel, on est souvent confronté, vous savez, à ce qu'on appelle des dirigeants possédants. C'est-à-dire que ce sont des dirigeants qui possèdent 99% de leur entreprise et qui l'ont bien souvent créée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'assez souvent, l'argent qui sort de l'entreprise, c'est l'argent qu'ils ont su fabriquer. Et le problème de maintenir une activité alors qu'on a déjà touché sa retraite, je trouve que c'est 2 fois pénalisant. La première fois, c'est assez évident, c'est parce qu'on continue de cotiser, alors que lorsqu'on a atteint le taux plein, les cotisations retraite ne procurent plus aucun revenu supplémentaire. Premier inconvénient. Mais le deuxième inconvénient, c'est que chaque année où vous renoncez à votre retraite, ce sont des années perdues. Alors, un petit exemple simple, pour maintenir une activité pendant 2 ans, il suffit que vous renonciez à une retraite, par exemple, de 3 000 euros par mois, 36 000 par an, fois 2, soit 72 000 euros de retraite. Mais vous avez un revenu de votre entreprise, du coup, toujours. Oui, mais ce revenu, si vous possédez l'entreprise, vous pouvez le transformer par exemple en dividende. D'accord, ok. Et vous faites coup double, vous voyez. Oui. Et donc les calculs qui consistent à dire je calcule mon rendement de retraite uniquement par rapport aux coûts salariaux quand je suis moi-même chef d'entreprise, c'est peut-être une vue un peu étroite et souvent un mauvais calcul, puisqu'encore une fois, toute retraite non perçue alors qu'on y a droit est une retraite perdue. C'est-à-dire que si j'avais presque un mot de conclusion pseudo-humoristique à dire, c'est que quand vous avez les moyens, un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Si tu as le droit à ta retraite, Prends-la. Merci beaucoup Serge Anouchian, expert comptable associé au sein du groupe Émergence. Voilà, vous savez tout quand vous êtes chef d'entreprise pour prendre votre retraite à taux plein. Merci Laura de nous avoir accompagnés sur cette deuxième demi-heure de Smart Patrimoine. On remercie également Alex au son, Alice à la réalisation et évidemment Com et Pauline pour leur aide à la préparation de cette émission. Et je vous dis à demain pour Smart Patrimoine à partir de 13h. Bonne journée.